Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le choix de deck. Ça va être une vidéo vraiment plus focus sur la méta actuelle en standard qui est de Team Up à Battlestar, mais les concepts qui seront utilisés peuvent également s'appliquer sur d'autres formats standard ou expanded ou bien même dans d'autres TCG. Donc on va faire un breakdown de comment faire un bon choix de deck correspondant à nos priorités personnelles sur quatre facteurs différents. Premièrement, l'objectif. Donc, l'objectif du deck, c'est vraiment différencier un peu qu'est-ce qui est un bon deck, qu'est-ce qui est un moins bon deck. C'est sûr qu'on rendu là, c'est une question de préférence de base. C'est sûr qu'on veut pas nécessairement jouer un deck qu'on veut pas jouer, qui nous plaît pas, en fait. Mais juste pour différencier un peu qu'est-ce qui est un bon et un moins bon deck, c'est surtout la stratégie optimale du deck en tant que tel, qui différencie vraiment qu'est-ce qui est un bon deck ou pas. Je vais juste prendre quelques exemples du format standard qu'il y a en ce moment. Donc, en ce moment, on a le Rapid Strike Urshifu VMAX, qui est un VMAX de fighting, etc. Et ce qui différencie, par exemple, les autres decks qui lui ressemblent, comme par exemple Colossal ou Torntrony VMAX, c'est que c'est une carte qui a un objectif pas mal similaire aux deux autres decks mentionnés précédemment, sauf qu'il est beaucoup meilleur en tant que tel. Donc, la stratégie optimale du deck est beaucoup meilleure en soi. Donc, c'est ce qui différencie, par exemple, un deck Urshifu versus les autres decks Fighting VMAX qui existent en ce moment en standard. Un autre facteur qui peut différencier aussi, autre que la stratégie optimale du deck, c'est la façon constante de rendre cette stratégie-là, ce qu'on appelle la consistency du deck. Donc, un autre exemple en ce moment, c'est le deck Mark Party versus tous les autres decks One Price qui existent en ce moment. On s'entend que les decks One Price en ce moment ont pas mal le même objectif qui est de frapper fort, tout en utilisant des Pokémon qui donnent un crit. Mais ce qui différencie entre un bon et un moins bon, c'est vraiment la constance de se rendre à l'objectif final. Donc, on prend l'exemple ici du Mark Party que en fait, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir le plus de Mark Party possible dans le Discover, puis ça a juste besoin d'un Energy Attachment pour faire son attaque. Et en plus, il y a Poltergeist qui permet de filtrer le deck encore plus. Donc, quand même assez simple comme stratégie versus les autres decks One Price, au final, peut faire environ le même dommage en tant que tel, sauf que ça prend beaucoup plus de cartes pour se rendre au même objectif, qui est de frapper fort le deck de l'adversaire. Donc c'est vraiment deux facteurs qu'il faut différencier entre l'objectif en tant que tel, puis les possibilités, puis les chances qu'on se rend aussi à l'objectif. Donc, vraiment évaluer ces deux aspects. Donc, j'ai quand même un exemple assez typique euh, qui relie ces deux facteurs-là. Donc, on a le deck Picarum. Donc, Picarum, c'est un deck qui est en soi très bon en ce moment, mais on s'entend que l'objectif est pas très wow. On s'entend que le, le maximum de dommages est quand même assez pas si haut. La stratégie n'est pas si grandiose en tant que telle, mais ce qui fait que le deck est vraiment bon, c'est que ça prend tellement peu de ressources pour effectuer la stratégie optimale et que ça laisse beaucoup de place dans le deck pour jouer des cartes comme Crushing Hammer, Resistance et d'autres decks également, qu'au final, ça rend le deck un des meilleurs en ce moment. Versus si on prend un autre type de deck, qui est un deck qui soit qui rely sur des stage 2, soit qui rely sur des énergies, beaucoup d'énergie sur le terrain en même temps. Donc c'est, toi j'ai pris l'exemple de Mewtwo Dark, qui relie un peu les deux stratégies qui à mon avis qui est bonne sur papier, mais qui les chances de se rendre à ce niveau-là est quand même beaucoup plus faible que d'autres stratégies. Donc c'est sûr que dans un monde idéal, je dirais que Mewtwo Dark, c'est un meilleur deck que Picarum si on évalue uniquement la stratégie optimale, parce que si à chaque tour on a tout ce qu'il faut, c'est sûr qu'il y a plein de decks qui seraient meilleurs en ce moment, mais la raison pourquoi ce genre de deck-là n'est pas vraiment, performe pas vraiment bien en ce moment, c'est simplement le fait que les chances de se rendre à la stratégie optimale est beaucoup plus faible dans ce genre de deck. Donc, au final, c'est un choix personnel, donc, soit qu'on veut se rendre, si on veut être grandiose et on a des objectifs quand même élevés, on peut toujours utiliser des decks qui ont une stratégie optimale beaucoup plus élevée, mais au final, ce qui compte dans un tournoi plus à long terme ou dans des jeux plus à long terme, est-ce qu'on veut seulement la consistency, puis le nombre de fois qu'on se rend à la stratégie optimale qu'on veut avoir à chaque fois. Le deuxième aspect,
c'est la difficulté à jouer le deck en tant que tel. Donc, quand je dis difficulté, c'est sur deux facteurs, je dirais, dans les jeux de cartes Pokémon. C'est premièrement la prise de décision. Donc, tout ce qui touche la prise de décision, c'est qu'à chaque tour, on a environ un certain nombre de prises de décision, dépendamment du nombre du deck qu'on choisit. Donc, je vais prendre un exemple assez typique, par exemple avec ADP et Thanatos, qui sont le moins les deux decks en ce moment, qui prend le moins, que l'arbre de décision est beaucoup moins grande au niveau du deck. C'est que à chaque tour, on est un peu comme, en guillemets, victime un peu de ce qu'on pige. Donc, si je prends l'exemple d'ADP, qui est un exemple assez typique, c'est que la stratégie optimale, c'est vraiment faire le GX. Dans le monde idéal, la stratégie, ça serait faire le GX boss game, qui est le cliché avec le deck, mais qui reste l'objectif optimal. Mais à chaque tour, l'arbre de décision est plus simple parce que soit qu'on se focus pour faire le Déden, soit le Crobat, on fait on fait le professeur, puis on fait ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a à faire avec son pile. Donc, l'arbre de décision est moins grande. C'est sûr qu'il y a toujours, peu importe le deck, il y a toujours des micro-décisions qui peuvent changer une game versus d'autres situations. Mais si je compare, par exemple, à d'autres cartes, par exemple Green's Position, qui permet d'aller chercher deux cartes lorsqu'on l'active. Donc, c'est vraiment une autre prise de décision. Donc, ça rajoute une prise de décision durant le tour. Jirachek de faire le whiff. Donc, ça rajoute une autre prise de décision, les apports, le supporter et l'attaque. Sensino, d'autres cartes qui discardent des cartes, ben là, faut se prendre la décision c'est plus prendre des décisions aussi, pas juste le tour présentement, mais pour à long terme. Donc, plus que l'arbre de décision est grand, plus que la difficulté deck est grand aussi. Ça s'applique aussi, la raison pourquoi j'ai mis un Cleveland aussi, c'est l'autre aspect, c'est est-ce que la stratégie deck est toujours la même pour tous les match-ups également. Donc, si je prends l'exemple de Eternatus, contre 90% des autres decks, la stratégie deck reste le même, c'est qu'on veut développer un Eternatus avec deux énergies, et le plus de bench possible pour attaquer. Par contre, si je prends un deck, par exemple, qui utilise une Mew Mew avec plusieurs attaqueurs, l'attaqueur qu'on va utiliser va être différent dépendamment des match-ups également. Puis, le type d'approche va être différent dépendamment de quel deck on va jouer. Donc, c'est sûr que, au final, c'est un choix personnel. Est-ce qu'on est mieux de jouer un deck qui est, en guillemets, plus facile à jouer, ou un deck qui est un petit peu plus difficile à jouer? C'est sûr que, faut pas tomber aussi dans le cliché que parce qu'un deck est plus difficile à jouer, il va être meilleur nécessairement, ce qui est faux. Il y a des decks qui sont plus faciles à jouer, qui sont meilleurs que d'autres decks qui sont plus difficiles à jouer. Puis, lorsqu'on joue des decks plus difficiles à jouer, on est plus, il y a plus de risque exactement de faire des erreurs aussi. Donc, on peut perdre des games simplement parce qu'on a fait une certaine erreur sur une telle action également. Tandis que si on perd des games avec un deck qui est facile à jouer, ça fait toujours aussi des erreurs d'exécution aussi, mais ça va être beaucoup moins élevé, mais ça peut être juste le fait de on pige bien. C'est ça la vie, mais ça peut aussi se passer avec un deck qui est en guillemets plus difficile à jouer. Donc, c'est vraiment faire la part de choses de quel genre d'approche qu'on va avoir entre les types de deck, le deck qu'on veut jouer. Est-ce qu'on veut jouer un deck qui nécessite une plus grande arbre de décision ou qui a une approche différente avec certains match-ups, ou bien un deck qui a une stratégie similaire et qui nécessite moins une grande marge de décision. C'est sûr que le long terme, ça dépend toujours de l'approche. C'est pas parce qu'on choisit un deck qui est facile à jouer que nécessairement on est nécessairement un moins bon joueur, c'est totalement faux également. C'est vraiment juste avec le style d'approche qu'on va utiliser. Parce que si on fait un tournoi qui dure plusieurs rounds, qui dure longtemps et tout, on va être plus tenté de jouer un deck qui est facile à jouer parce si on joue un deck plus facile à jouer, on est plus porté à faire des erreurs. Si on n'a pas beaucoup de temps pour playtester un deck, mais on va pas faire exprès de utiliser un deck qui est difficile à jouer nécessairement. Donc, au final, c'est juste être conscient qu'il y a les deux possibilités, puis c'est pas noir ou blanc non plus. Donc, il y a toujours une zone grise entre ces deux extrêmes. Il y a toujours des decks qui sont tout aussi, qui nécessitent un arbre de décision modéré, mais que la stratégie est pas nécessairement toujours la même, dépendamment des decks. C'est sûr que c'est pas noir ou blanc nécessairement, mais c'est bien d'être conscient qu'il y a ces deux options également. C'est un facteur à considérer lorsqu'on se donner. Le troisième facteur, c'est les match-ups. Donc, pour parler des match-ups, dans ce cas-ci, ce que j'ai pris, ça dépend toujours aussi le choix de l'échantillon qu'on veut faire. Là. Dans ce cas-ci, ce que j'ai pris, c'est
les match-ups basés sur les tournois qui sont en ligne sur Limitless. Donc, il y a des tournois en ligne sur Limitless. Puis, le tableau ici des match-ups, des pourcentages de match-ups est basé sur les tournois qui ont été faits durant le mois d'avril 2022. Donc, ça prend en considération, comme par exemple, si on voit en haut, à gauche, on a Blacéphallon contre Dragapult. Donc, en moyenne, Blacéphallon gagne 59,2% contre Dragapult. Et ainsi de suite. C'est sûr que c'est pas une donnée tangible, mais ça donne une bonne idée de qu'est-ce qui est un bon match-up, qu'est-ce qui est un match-up modéré, qu'est-ce qui est vraiment pas un bon match-up. C'est sûr aussi, ça dépend du joueur en tant que tel. Donc, on s'entend que si un Blacéphallon joue contre Eternatus, en théorie, il y a 42,9% de chance de gagner la game, mais si on s'entend que si le Blacéphallon est un joueur plus expérimenté et l'Eternatus moins, on s'entend que le pourcentage risque de changer également. Donc, c'est aussi une variable à considérer. Puis que aussi, il y a aussi une différence entre les best of one et les best of three. Donc, si c'est un best of three, on s'entend que le pourcentage va être amplifié également. Donc, si le Blacéphallon doit gagner 2 games sur 3 qu'on est Eternatus, on s'entend que le pourcentage va être encore moins élevé que 42,9%. Donc, ça dépend aussi des decks aussi dans les decks. Il y a des decks peut-être qui ont des moins bons match-ups. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est vraiment un sommaire environ des match-ups en ce moment avec les 10 decks les plus joués. Et je répète, c'est pas parce que les 10 decks sont là, c'est les 10 meilleurs decks, c'est vraiment les 10 decks les plus joués en ce moment en ligne sur Limitless. Puis les données ont été prises dans le site d'Innodata qui compile également toutes les informations concernant les match-ups des decks en ligne. Donc, la première conclusion qu'on veut faire avec le tableau, c'est en fait faire une moyenne des 10 decks les plus joués. Donc, j'ai fait la moyenne avec les 10 decks les plus joués, puis je les ai classés en ordre du plus haut au plus bas. Donc, le plus haut, si on considère le pourcentage de chaque match-up, ça serait Eternatus, et le moins bas, ça serait Dragapult. Donc, encore une fois, ça prend en considération uniquement les match-ups des 10 decks les plus joués, donc il y a d'autres decks qui existent, mais ça donne une bonne idée de si on est pas mal sûr de juste jouer contre des decks, contre le 10 decks les plus joués, en ce moment, ça donne une bonne idée également. Mais ça prend en considération si chaque deck a environ exactement le même pourcentage de jouer. Donc, on s'entend que c'est une moyenne, oui, mais c'est en considérant que chaque deck est joué au même niveau chacun. Donc ça peut être une bonne idée si on rentre dans un tournoi sans vraiment avoir une idée de la méthode. Par contre, ce serait plus approprié, ça serait établir une moyenne pondérée. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai ajouté, c'est la redistribution du pourcentage du deck par rapport à la méthode des 10 decks utilisés. Donc, dans le tableau précédemment, on prenait en considération que chaque deck était joué à 10%, vu qu'il y avait 10 decks qui fait un coût de 100%. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on voit dans la ligne MetaShare, si un pourcentage est plus bas que 10, ça veut dire qu'il était surreprésenté dans le graphique, dans le tableau précédemment. S'il est au-dessus de 10%, ça veut dire qu'au final, il était moins représenté. Donc là, j'essaie de le même ranking, mais avec la moyenne pondérée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des changements au niveau du ranking. Pour la plupart, c'est assez similaire, mais pour les deux qui ont le plus grand changement, je vous dirais, ce serait Lug Metal et Eternatus. La raison pourquoi Lug Metal a monté dans le ranking à cause de la moyenne pondérée, c'est précisément à cause des deux decks Weather de Victini et Victini Mewtwo, que au final, leur pourcentage à méta est moins grande que la moyenne utilisée précédemment. Donc ça fait monter ces statistiques. Et la raison pourquoi Eternatus a baissé, c'est précisément à cause de Urshiku, que Urshiku a une moyenne MetaShare de 16,4 et son match-up est de juste 21%. Donc c'est pour ça que Eternatus a baissé dans le classement si on considère la moyenne pondérée des match-ups. Donc ça, c'est vraiment une autre approche au niveau du choix de deck qui se suit à la méta en fait pour établir notre choix. Sinon, ce qu'on peut ajouter également, c'est la variance. Donc, si notre critère du choix de deck, c'est moi je veux un deck que peu importe le match-up, c'est sensiblement le même win rate en général. Ou bien, si on a une approche plus de moi,
ce que je veux, c'est avoir un très bon match-up pour mon deck, ou bien un très bon, moins bon match-up. Donc là, ça se calcule la variance, donc il calcule l'écart moyen entre le pourcentage et la moyenne. Donc, si on refait le ranking basé sur la variance, donc on peut voir que ADP gagne ce critère à main levée. Donc ADP est un deck que peu importe le match-up, c'est vraiment le win rate change beaucoup moins comparativement à, par exemple, Tagapult, que on peut voir que ses match-ups, c'est soit ça peut être dans les trois extrêmes, ça peut être soit 50-50, ou bien ça peut être 80%, ça peut être 20%. Donc, la raison pourquoi on voudrait plus jouer un deck de Dragatul, par exemple, c'est parce que si on sait clairement que dans la méthode dans laquelle on joue, il y a beaucoup, par exemple, de Mark Party, ben là, on serait favorable de choisir Dragatul. Mais si, par exemple, on est dans une méta où on va jouer beaucoup de games, on sait pas vraiment la méta, on veut être sûr que l'aspect match-up n'est pas une variance qu'on veut affronter, mais ce serait mieux d'aller vers des decks plus comme ADP, Picarum ou Dacéphalon. Donc, clairement, au niveau de la préférence. Donc, mais c'est sûr que lorsqu'on va dans une méta inconnue, et on joue beaucoup de games, par exemple, dans les Curse Cup en ligne, qu'on doit faire 50 tournois, puis on n'a aucune idée vraiment de la méta. C'est sûr que c'est toujours mieux d'aller à une option plus safe que extrême, là. Mais à ce niveau, c'est vraiment un choix personnel, de si on veut que le match-up ait un facteur sur nos win-loss, ou bien si on préfère d'aller plus dans une option plus conservatoire. Puis, le dernier facteur à considérer lorsqu'on veut choisir un deck, c'est vraiment le contexte en général. Donc, ça regroupe le type de tournoi. Donc, le type de tournoi, c'est sûr qu'il faut bien évaluer aussi le type de tournoi à quel ou le type d'environnement qu'on veut jouer. C'est sûr qu'il y a une différence entre les best of 3 et les best of 1. Les best of 1, on a moins de marge de manœuvre durant sa victoire. Donc, si on pige moins durant la seule game qu'on joue, mais on peut perdre à cause de ça. Si on a un match-up moins bon, mais ça amplifie les facteurs externes. Est-ce que le best of 3, ça nous donne une chance de plus se fier à la moyenne de si on a un joueur plus expérimenté, on a plus de chances de gagner en best of 3. Si on a un meilleur match-up, on a plus de chances, etc. Puis donc, il y a moins de place à la variance. Il y a aussi dans les tournois qu'on joue plus de rounds. Donc, ça nous laisse encore plus de marge de manœuvre. Est-ce que si on joue un tournoi qui a juste 3 rounds, 4 rounds, ben, on a plus de risque de tomber sur des situations que on a moins de contrôle par rapport à ça. Puis aussi, l'autre également aussi à évaluer, c'est si on partit dans un tournoi que la decklist est publique ou pas. Ça aussi, c'est une grande influence sur le choix de deck. On s'entend que lorsque la decklist est cachée, qui en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Pré-pandémie, c'était pas mal la façon de faire. Ça nous permet de jouer plus de tech, puis de plus de petites surprises dans nos decks sans nécessairement que l'opponent le sait. Par contre, lorsqu'on joue un open decklist, ça nous force un peu plus de jouer un deck plus standard au niveau du deck de sa construction, parce que si on joue une deck ou quelque chose qui fait différent de nos decks, notre opponent va le savoir, donc ça enlève l'élément de surprise. Puis des cartes, je prends exemple des cartes comme Reset Stand, on s'entend que on joue d'une façon assez différente lorsqu'on sait que notre opponent ne joue pas de cartes qui affectent notre main versus un deck qui affecte notre main. Donc, si on joue contre un opponent qu'on sait qu'il n'y a pas de money ni de reset stand, mais c'est un grand impact sur la façon de jouer versus que si on joue contre un opponent qu'on n'a aucune idée si il en joue pas. Donc, c'est d'une façon différente. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à considérer lorsqu'on choisit nos decks, puis même lorsqu'on build nos decks aussi. Puis, le dernier aspect, c'est aussi l'objectif personnel. Donc, c'est pas tout le monde qui veut absolument gagner avec son deck, c'est pas tout le monde qui veut avoir jouer son deck préféré non plus. Je pense que lorsqu'on veut participer dans un gros tournoi, si notre objectif personnel c'est d'avoir un score positif, est-ce que notre objectif c'est de top, est-ce que notre objectif c'est de gagner, ça va affecter notre choix de deck. Donc, si on veut absolument gagner un tournoi, mais c'est sûr qu'on va peut-être opter pour un choix de deck qui est plus safe, avec un deck qu'on a plus d'expérience avec, versus que si on fait juste jouer 3 rounds des best of one puis c'est plus fort, ben on peut peut-être plus se permettre de jouer des decks plus funky, je dirais. Donc
vu que la variance est beaucoup plus grande dans ce cas-ci. Puis au final, ben, c'est vraiment avec la préférence en tant que telle. Donc, tu sais, des fois, on aime jouer un deck, on n'aime pas jouer un deck simplement par préférence. C'est aussi un facteur à considérer. Puis aussi, finalement, l'accessibilité. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas accès à tous les decks qu'on veut, soit en papier ou soit en ligne. Donc, ça aussi, c'est un aspect à considérer parce que c'est un autre aspect à considérer autre que les autres qui étaient numériques finalement, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer lorsqu'on va faire notre choix de deck. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé à avoir une idée plus claire aussi de vos objectifs et de vos choix de deck basés sur les 4 facteurs qui ont été mentionnés plus tôt. Merci pour votre support.